à tous, merci à vous de nous rejoindre sur Monaco Info pour cette toute nouvelle édition. En voici les principaux titres dans votre sommaire. Pierre-André Chiappori entre sous la coupole en présence du souverain. Vœux du ministre aux journalistes. Accord de partenariat entre le gouvernement et investisseurs et partenaires pour le futur de l'Afrique. Après les arrêtés ministériels, contrôle sur les chantiers à propos des nuisances notamment. Les bureaux de l'étranger de la direction du tourisme et des congrès en réunion à Monaco. Nouvelle pièce au théâtre Princesse Grace, le sale discours. Et notre invité de la semaine, Jean-Michel Severino, d'Investisseurs et Partenaires. Il avait été élu le 27 juin 2017. Pierre-André Chiappori a fait très officiellement son entrée sous la coupole à l'Académie des sciences morales et politiques, et ce en présence du souverain. Le reportage réalisé sur place à Paris par Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Le moment est solennel. Pierre-André Chiappori, en habit vert, comme le veut la tradition, reçoit l'épée de l'académicien qu'il devient à cet instant très officiellement, 1 an et demi après son élection. Éminent économiste, son parcours hors norme l'a conduit jusque sous la coupole du prestigieux Institut de France. C'est une consécration et un hommage. Une consécration naturellement pour notre confrère Pierre-André Chiappori, mais c'est aussi un hommage parce que, comme on le dit, nous sommes immortels. Qu'est-ce que ça veut dire, être immortel? Ça veut dire que le fauteuil occupé, lui, ne meurt jamais. Et c'est ainsi que c'est une cérémonie solennelle, dans la mesure où nous sommes tous en uniforme, en tenue. Cette tenue, elle date du début du 19e siècle, c'est-à-dire qu'elle a été dessinée en 1804. Et c'est la tenue des académiciens. Tous les académiciens ont la même tenue dans cette maison de l'Institut de France. Pierre-André Chiappori enseigne actuellement à l'université de Columbia à New York, où il côtoie plusieurs prix Nobel, dont certains avaient fait le déplacement pour être à ses côtés en cette journée si particulière pour lui, tout comme le prince Albert II qui a prononcé un discours laudateur pour retracer cette carrière exemplaire. Pierre-André Chiappori intègre aujourd'hui l'Académie des sciences morales et politiques, qui est l'une des 5 académies siégeant à l'Institut de France. L'Académie est un lieu de réflexion collective. J'ai la chance d'être entouré de gens qui sont dans différentes disciplines d'une qualité exceptionnelle. Et nous réfléchissons ensemble sur des questions qui sont liées au bien commun. Nous écrivons des rapports. Alors ça peut être l'enseignement de l'économie dans le secondaire, ou ça peut être certaines réformes. Mais c'est un endroit, je me sens très privilégié d'appartenir à cette académie, à ce processus collectif. Recevoir l'épée sous la coupole des mains du prince souverain, c'était une émotion particulière, d'autant que cette coupole date de Mazarin et que le prince est duc de Mazarin. Donc en fait, il y a une vieille relation entre la famille princière de Monaco et cet institut. Pierre-André Chiappori avait été précédé sous la coupole par un autre monégasque, le sculpteur François-Joseph Bozio, il y a 200 ans. Le prince Albert Ier avait également été fait membre associé de l'Académie des sciences. Il s'agit d'une tradition en ce début d'année, les vœux. Le ministre d'État a réuni la presse au Yacht Club de Monaco. L'occasion pour Serge Tell d'évoquer plusieurs thématiques à découvrir dans ce reportage. C'est devant les journalistes et les correspondants presse de la région et en présence des conseillers Jean Castellini et Didier Gamerdinger et de Frédéric Ginta, délégué interministériel chargé de la transition numérique de la principauté, que le ministre d'État a présenté ses vœux. Serge Tell a évoqué les grands dossiers de 2019, à commencer par le logement. Nous annoncerons vers la mi-mars, après consultation avec le Conseil national et validation du souverain, un plan logement qui nous permettra d'envisager la question ou la problématique du logement sur les 15 prochaines années, étant entendu que ça supposera de consacrer des sommes importantes et des moyens matériels importants à la construction de logements domaniales pour les 10 à 15 prochaines années. Deuxième grand thème, la question de la qualité de vie en principauté. Vous avez tous été sensibilisés aux problèmes de circulation, aux problèmes de bruit, et un certain nombre de décisions ont été prises en 2018 sur la qualité de vie, étant entendu que vivre en principauté, ça ne doit pas simplement être un luxe, ça doit être aussi un plaisir.
Et nous y travaillons avec Marie-Pierre Gramalia et le nouveau chef des travaux publics, M. Nguyen. La sécurité était également à l'ordre du jour. Le sentiment de sécurité, c'est-à-dire les uniformes dans les rues, les caméras dans les rues, continuera à se développer pour permettre aux chiffres de la délinquance de continuer à être depuis 2 ans à un niveau record absolu. La nomination d'Albert Croesi en tant que conseiller interministériel pour le cadre de vie et les relations avec les usagers, le travail réalisé sur le concept de Smart City ou encore le comité pour la promotion et la protection des droits des femmes ont également été abordés par le ministre lors de ses vœux à la presse. Du Yacht Club de Monaco au ministère d'État où un accord de partenariat a été signé mardi, un accord concernant l'Afrique et plus précisément plusieurs enjeux éducatifs. Image signée Alexandra Paolini. Des investissements éthiques afin d'assurer un meilleur avenir aux jeunes générations sur une bonne partie du continent africain. Voici l'un des objectifs de cet accord de partenariat signé entre le gouvernement princier et investisseurs et partenaires. Un accord qui repose sur plusieurs termes essentiels, l'accès, l'équité et la qualité. C'est une perspective importante pour la principauté sur un nouveau domaine qui est la finance d'impact sur l'éducation. Donc c'est un point très important et c'est le départ d'une belle aventure que nous entamons avec investisseurs et partenaires. La notion d'éducation part du préscolaire jusqu'à la formation professionnelle. Donc ce fonds, cet instrument nouveau va permettre d'aider et de faciliter dans le privé de nouvelles formations, encore une fois du niveau le plus jeune au niveau le plus élevé. Et sur place en Afrique, la création du premier fonds d'impact dédié à l'éducation est bien sûr saluée. Ce fonds s'inscrit dans la vision de nos différents États, et notamment de la Côte d'Ivoire, qui a pour objectif donc de former des ressources humaines compétentes pour les besoins de l'économie. Nous savons que les pays développés ont eu leur croissance à cause d'un système éducatif performant et de qualité et pertinent. Lancé à l'horizon 2020, le fonds d'impact aura donc pour mission de répondre à plusieurs enjeux liés à l'avenir des enfants et adolescents. Et nous en saurons plus à ce sujet d'ici quelques minutes avec notre invité de la semaine puisqu'il s'agit de Jean-Michel Severino qui est à la tête d'Investisseurs et Partenaires. Mais en attendant, nous allons suivre Fabien Bonilla, Olivier Bonello et Clélia Renaud. Ils se sont rendus sur plusieurs chantiers dans le cadre des arrêtés ministériels concernant notamment les nuisances sonores. Mercredi matin, il était question de contrôle. 2 arrêtés ministériels ont été publiés il y a un mois à peine, un sur les bruits de chantier, l'autre sur l'encadrement de chantier. Autrement dit, des mesures anti-bruit sont désormais mises en place. Les horaires de travaux ont également changé, plus de travaux par exemple le samedi ou encore au mois d'août. Et pour faire respecter ces arrêtés, les contrôleurs de la direction de la prospective de l'urbanisme et de la mobilité veillent et inspectent, comme ici rue Princesse Florestine. Au lever du jour, ils s'assurent par exemple que les travaux ne démarreraient pas trop tôt. Je contrôle les horaires, puisque les horaires de chantier ont changé. Donc c'est 7h30, 19h30 en continu. Je vérifie que sur le chantier, on utilise les engins les plus performants, les plus novateurs et avec un impact de bruit minimum. Il contrôle, entre autres, pour les opérations immobilières qui sont en cours de réalisation, la bonne tenue des chantiers, les horaires de chantier, la mise en place de procédures ou du moins de mise en place de murs acoustiques ou l'emploi d'engins et matériels le mieux adapté, le mieux approprié pour le chantier. Si par exemple pour les chantiers qui ont un planning d'une durée de travaux supérieure à 6 mois, la mise en place de sonomètres avec un relevé en continu des nuisances sonores et nous avons une alerte en temps réel des éventuels dépassements de seuil. À ce moment-là, le contrôleur va sur place immédiatement pour savoir qu'est-ce qu'il en était et pourquoi il y a eu ce dépassement de seuil. Sur une 50aine de chantiers autorisés, 19 bénéficient d'une exemption, dont 5 se terminent en 2019. Actuellement, 4 contrôleurs et très prochainement 6 au total effectuent régulièrement des contrôles sur l'ensemble des chantiers en principauté. La direction du tourisme et des congrès a pour principal objectif de promouvoir la destination Monaco à travers le monde. Cette semaine, une grande réunion qui rassemblait les bureaux de l'étranger était organisée. Fabien Bonilla. Ils sont 10 bureaux de la direction du tourisme et des congrès à l'étranger à promouvoir la destination Monaco, de la Russie en passant par l'Inde, le Japon, la Chine, l'Australie ou encore par exemple le Brésil.
Eh bien, ces représentants se retrouvent le temps d'une semaine en principauté, comme chaque année. Le but, leur présenter les nouveautés et la ligne stratégique à suivre pour les années à venir. Les 10 bureaux couvrent l'essentiel des 15 premiers marchés de la principauté, donc c'est un vrai élément de travail pour les hôteliers. C'est-à-dire que tout au long de l'année, ces bureaux vont démarcher des tour opérateurs, vont démarcher des agents de voyage, des clients finaux, mais aussi vont être le relais de la communication touristique de la principauté à travers le monde. Donc c'est vraiment comme si la DTC allait tous les jours en Inde, allait tous les jours aux États-Unis, ce que nous ne pouvons bien entendu pas faire. Mes objectifs, c'est d'avoir plus de personnes de mes marchés, donc du marché britannique, irlandais et la Scandinavie, sur la principauté de Monaco, sur le segment touriste loisirs et sur le segment affaires. Notre rôle, c'est de faire venir les Italiennes à Monaco et les Italiennes continuent de venir à Monaco depuis longtemps. On reste les troisièmes marchés après la France et la Grande-Bretagne. Donc c'est vraiment une clientèle fidèle, proche et qui aime bien la principauté. Ce rendez-vous avec les représentants des bureaux de la DTC à l'étranger a débuté ce lundi matin à l'hôtel Métropole par le mot de bienvenue du ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini. Le ministre en a profité pour annoncer la nomination officielle de Guy Antonielli à la tête de la DTC. David Wall proposait mardi soir au cœur du théâtre Princesse Grace une pièce dédiée à l'environnement, une thématique bien connue en principauté. Il a abordé ce thème avec beaucoup de recul et d'humour, comme vous l'explique Vanessa Dessy. C'est l'histoire de déchets engendrés par l'humanité. Le sale discours de David Wall revient sur son combat écologique. Au travers de plusieurs tableaux mêlant un style précieux, l'auteur raconte un constat alarmant. Le personnage erre dans la nuit des temps en passant d'une époque à l'autre avec un ton plutôt philosophique. Tout part du désir de raconter des histoires, c'est ce que je préfère, de raconter des histoires vraies, mais raconter de telle sorte et assembler de telle manière que le doute sera toujours permis. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ce que je raconte ? Bon, la porte est laissée ouverte pour le spectateur, même si effectivement ces textes sont le résultat d'enquêtes, d'immersions documentaires, au cours desquelles, à partir du thème que je me propose de traiter, je vais rencontrer des scientifiques, des philosophes, des historiens. Donc quand même, tout cela est très documenté et très vrai. Le conteur étant ici la relation paradoxale entre le propre et le sale, ou comment ce qui est considéré comme sale un jour s'avère propre le lendemain. En tout cas, la question qui est sous-jacente à ce spectacle et à ce livre, c'est pourquoi dit-on si l'homme est de plus en plus propre ? Quand on pense par exemple à nos ancêtres du Moyen-Âge, on a l'impression qu'ils sont plus sales que nous. Alors, si l'homme est de plus en plus propre, pourquoi le monde, à l'heure actuelle, semble de plus en plus sale ? Et ça, c'est la question que je me propose d'explorer avec ce spectacle. Le gouvernement princier se mobilise depuis de nombreuses années afin d'initier une politique volontariste en faveur de l'environnement. À l'heure de la transition énergétique, le sale discours prend alors tout son sens en principauté. Et en marge de ce rendez-vous, le théâtre Princesse Grace proposait, vous le voyez, un stand dédié à la transition énergétique. 5 membres de la mission ont accueilli les spectateurs. L'objectif était de promouvoir le pacte national pour la transition énergétique. Et je vous propose à présent de rejoindre notre invité de la semaine, comme prévu au début de cette édition. Il s'agit de Jean-Michel Severino qui est à la tête d'Investisseurs et Partenaires. Jean-Michel Severino, bonjour et merci de nous accorder ces quelques minutes sur Monaco Info. Bonjour et merci à vous de donner de la lumière sur ce projet passionnant dans lequel nous sommes engagés avec le gouvernement de Monaco. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui expliquent votre présence ici en Principauté ? Oui, le gouvernement de Monaco, à travers la Direction de la coopération internationale, le ministère des Affaires étrangères et Investisseurs et Partenaires, qui est un groupe de financement d'impact consacré à l'Afrique subsaharienne, ont décidé de construire un partenariat ensemble pour construire un projet de financement du secteur de l'éducation privée en Afrique. Vous savez à quel point l'enjeu de l'éducation est important sur le continent africain. Vous savez aussi à quel point le secteur public est malheureusement déficient. Un accès très difficile à des enseignements primaires, secondaires ou supérieurs qui est par ailleurs de très mauvaise qualité. Partout sur le continent, du coup, l'éducation privée fleurit.
Cette éducation elle-même est de qualité très inégale et elle progresse aussi à un rythme insuffisant pour pouvoir s'adapter à la démographie africaine, qui est très importante. Et du coup, il y a un enjeu à aider ce secteur privé à fournir une éducation de qualité et accessible au plus grand nombre et qui puisse épauler, et non pas concurrencer, mais épauler le secteur public. Alors vous avez cité un peu plus tôt dans cet entretien l'enseignement primaire. Cela signifie que cette éducation, vous la souhaitez à travers ce partenariat, j'imagine, dès le plus jeune âge? Oui, alors nous sommes actuellement en train de préciser ce que seront les cibles effectives de ce véhicule d'investissement. Il est très important d'avoir des modèles économiques viables, mais qui en même temps, encore une fois, s'adressent au plus grand nombre. Donc il va falloir trouver les bons équilibres. Aujourd'hui, il nous semble que de ce fait, on va non pas exclusivement, mais entre autres s'intéresser à toutes les formations à vocation professionnalisante, qui va permettre aux jeunes, garçons et filles, et il y aura un accent particulier sur l'éducation des filles, voilà, qui permet donc aux jeunes garçons et filles d'obtenir des emplois de qualité qui vont être importants en matière de lutte contre la pauvreté, mais aussi de construction de la compétitivité des économies, mais aussi de contribution à la gestion des migrations, etc. Ça ne veut pas dire que le secteur secondaire et primaire seront exclus. Ça sera sans doute peut-être plus sélectif parce qu'il va falloir trouver les établissements qui correspondent à ce que pourra faire ce véhicule d'investissement. Mais je dirais que c'est un travail en progrès, ça fait partie des affinements que nous ferons ensemble avec le gouvernement monégasque dans les prochaines semaines. Est-ce que sur place, sur le continent africain, au fil des années, vous sentez que justement les personnes sont réceptives et en demande justement de ces investissements? Ah oui, la demande parentale pour l'éducation est massive et il y a de plus en plus un consentement, même une envie de payer pour cette éducation parce que les parents sont conscients de l'enjeu éducatif, ils voient les problèmes du secteur public. Et par ailleurs, il y a l'émergence d'une classe moyenne africaine de plus en plus nombreuse qui peut consacrer un peu d'argent, et même de l'argent de plus en plus important, des sommes de plus en plus importantes à cette éducation. Donc oui, il y a, je dirais, c'est presque le point de départ de ce qu'on essaie de faire ensemble, une base très encourageante dans ce domaine. Au fil des années, est-ce que, à travers votre travail et à travers bien évidemment vos fonctions, vous avez aussi le sentiment que les actions éthiques sont véritablement possibles, j'allais dire, et efficaces? Parce que, j'allais dire, malheureusement, on vit dans un monde où souvent on oublie un petit peu l'humain et on se dit parfois les financiers pensent au profit. C'est un petit peu parfois l'image qu'on peut avoir, alors que finalement il ne faut pas à ce point généraliser. Absolument. Alors nous, ce que nous voyons en tant qu'investisseurs éthiques, c'est notre métier, c'est l'émergence qu'on pourrait qualifier de massive de ce qu'on appelle dans notre jargon une classe d'actifs, c'est-à-dire une série d'opérateurs et d'une série d'investisseurs qui ont envie de combiner impact sociétal et rendement. Alors, on trouve un peu de tout, on trouve des activités qui permettent de n'avoir aucun compromis sur le rendement et d'avoir un certain nombre de résultats éthiques. Et puis, il y a tout, ça va jusqu'à des investissements à rendement nul ou très faible et qui ont une composante de bien public extrêmement importante. Il y a tous les échelons intermédiaires entre tout cela. Donc, c'est un paysage très diversifié. Mais ce que vraiment nous avons vu dans cette dernière décennie, c'est d'émerger ce qu'on pourrait appeler des investisseurs qui s'intéressent à des résultats d'intérêt général dans l'environnement, dans le social, dans la gouvernance et la lutte contre la corruption, l'éthique, avec des produits financiers, avec des activités de marché. Ce mouvement est très loin d'être achevé, on est encore à l'aube de quelque chose qui va prendre une place de plus en plus importante dans nos sociétés, mais la dynamique est très encourageante. Toute dernière question, nous sommes bien évidemment en principauté de Monaco, sur le sol monégasque. Depuis son avènement et la création d'ailleurs de la direction de la coopération internationale, on sait que le prince Albert II est très engagé dans l'humanitaire. Quel regard justement portez-vous sur ce pays qui borde la Méditerranée ?
Moi, je trouve que Monaco a une place très particulière et très importante dans toute la problématique de la gestion des relations entre l'Europe et l'Afrique. Par sa situation géographique, par son identité historique, par la vocation qu'a donnée le prince au gouvernement monégasque, Monaco peut développer des activités innovantes parce que c'est un État de petite taille, très souple, qui peut décider rapidement dans un cercle finalement de personnes relativement limitées et qui ont de l'agilité de la décision. Donc ils peuvent présenter des solutions innovantes qui vont, si elles réussissent, et d'après tout ce que je vois, elles réussissent souvent, ensuite amener des beaucoup plus gros financeurs, des financeurs beaucoup plus massifs à venir étendre les solutions innovantes qui sont identifiées. C'est ce qu'a fait par exemple le gouvernement de Monaco depuis plusieurs années, en particulier avec nous dans le domaine de l'investissement d'impact. Ils ont été des pionniers de cette formule, donc cette association de capitaux publics et privés pour traiter ces sujets d'intérêt général, et en particulier donc, dans toute cette dynamique qui a trait aux migrations, à la lutte contre la pauvreté, à la fourniture d'emplois, à la résolution des tensions sociales au sud du Sahara ou au nord du Sahara, au Maghreb comme en Afrique noire. Ce rôle est vraiment très exceptionnel et très important. Et dans des domaines très variés que vous venez de citer. Merci beaucoup et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonne continuation. Merci à vous. Voilà donc pour cet entretien avec notre invité de la semaine. Je vous propose à présent de retrouver les prévisions météo. La météo sera mitigée ces prochains jours et passera par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Jeudi, un ciel se partageant entre le gris et le bleu. Il s'agira de la journée la plus douce côté climat, car les températures jusqu'à mardi ne dépasseront pas les 9 degrés. Vendredi, le ciel sera plus lumineux avec de beaux instants ensoleillés, mais à compter de ce week-end, les nuages seront de la partie. Un ciel très couvert samedi pouvant se montrer menaçant. Dimanche, de la pluie et des orages. Lundi sera une journée dans la même tendance, grise et fraîche. Le retour des éclaircies mardi. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci pour votre fidélité. La suite de votre programme dans un instant sur Monaco Info. Prochain rendez-vous avec un nouveau JT dès jeudi 19h. À très bientôt.